Alors, on y va, on a 1 heure. Bienvenue à Mountain in Game 9, fondé en 2018 par José Luis de Miras, moi-même, et un étudiant de Master 2 qui s'appelle toujours Jason Delest, mais il n'est plus en Master 2. Et cette initiative, alors vous la connaissez pour certains et certaines, mais je vois quand même qu'il y a des L1. Elle a pour objectif d'analyser les jeux vidéo et le rapport à l'histoire, ou plus exactement au passé, avec un rapport critique. C'est-à-dire que, pour le dire très rapidement, on n'est pas là pour servir la soupe au AAA et aux grandes firmes de jeux vidéo, même si de fait on va s'intéresser à un certain nombre de grandes productions qui coûtent des millions de dollars, mais on est là pour apporter un regard critique sur plein de choses, sur ce que ces jeux-là nous disent du passé, mais pour être honnête, je le répète souvent, on n'est pas là pour faire du fact-checking, assez peu, même si Pierre ici va pouvoir nous permettre de voir beaucoup de choses dans le détail. On est là pour apporter une dimension critique sur plein de choses, les biais sexistes du jeu vidéo, il y en a beaucoup, chez les joueurs et les joueuses, mais aussi dans la représentation. Les biais non discutés des conditions de travail dans le monde du jeu vidéo, l'absence de syndicalisme, etc., et de crunch, toutes ces choses-là qu'on connaît un petit peu mieux ces dernières années. Et puis effectivement, ne pas se dire est-ce que ce que je vois à l'écran est vrai, mais quel rapport au passé et quelle image du passé nous donne ce jeu. Donc voilà un peu, c'est Mountain in Game. Cette année, il y a pas mal de choses et on prépare en fait, c'est une sorte de préquel, de reboot. On prépare surtout Mountain in Game 10 pour l'année prochaine. Et donc j'en viens à la programmation, j'en ai parlé, mais la séance d'aujourd'hui, donc, sur un jeu qui s'appelle Elle est Noire. Alors je présente mon intervenant pour qu'il puisse aller s'asseoir ensuite. C'est un honneur, là, c'est Pierre Coutel. Il est ce qu'on appelle en allemand Buchführer, c'est-à-dire directeur du livre de la librairie Mola. Il est maintenant la grande personne responsable de tout ce qui est du livre chez la librairie Mola. Je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires, ce serait insultant, mais voilà, c'est la plus grande librairie indépendante de France. Pourquoi il est invité aujourd'hui? Parce qu'en dehors de sa ressemblance à Burt Reynolds et ses compétences en termes de livres, c'est aussi un immense spécialiste de cinéma. Merci Pierre. Et merci pour ta présence, bien sûr. Alors, j'en viens un petit peu au jeu avant qu'on commence le gameplay. Elle est Noire, qu'on voit ici. C'est un jeu de 2011 qui a été développé par une petite firme australienne qui s'appelle Team Bondi. Et très rapidement arrive le gros mastodonte derrière qui s'appelle Rockstar Games, que vous connaissez peut-être tous et toutes, pour avoir produit deux des jeux qui se sont le plus vendus au monde, à part Minecraft et Mario Bros, à savoir GTA V et tous les autres GTA. Des jeux non seulement d'automobile, comme le rappelait Pierre, mais des jeux où en fait on canarde des policiers et des gens avec des mitrailleuses, et qui sont des jeux en open world très très vendus. GTA 6 sort en novembre. Je ne sais pas quel impact ça va avoir sur l'activité à l'université, mais je pense assez massif. Moi, j'ai prévu 10 à 15 jours de congé pour cette question-là, ainsi qu'une babysitter. Voilà. Bon. Mais Rockstar, c'est très connu. Red Dead Redemption aussi, troisième ou quatrième jeu le plus vendu au monde. Et Rockstar se saisit de la fin du développement du jeu et de la distribution en 2011, à un moment où ils hésitent entre eux. Ils sont en train de développer GTA V et ils ont commercialisé GTA 4 en 2008. Donc ce qui est intéressant pour les gens qu'on appelle des personnes âgées ou des boomers comme moi, c'est que quand en fait Elle est Noire sort en 2011, tous les gens qui attendent GTA l'achètent, alors que ce jeu-là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il est ce jeu-là. Ce jeu-là aurait pu être là, et il l'a été en grande mesure, la révolution d'un nouveau genre de jeu cinématographique, où vous le savez peut-être, les responsables de Rockstar sont en fait des cinématographes ratés ou réussis. On le sent dans GTA V, qui est en fait une inspiration des Sopranos. Quand on se demande la réalité de GTA V qui se passe à Los Santos, donc encore Los Angeles, c'est en fait les Sopranos, dans le personnage de Michael. Mais ça se voit beaucoup plus dans Red Dead Redemption 2, où là, on a une inspiration de western vraiment, mais permanente, dans les éclairages, dans les réalisations de cinématiques. Pour ce qui est de Elle est Noire, c'est un jeu qui se passe en 1947 à Los Angeles. Donc Los Angeles, l'inspiration cinématographique est partout, non seulement dans quelques cinématiques qu'on va regarder, mais aussi dans le gameplay. Pourquoi? Parce que c'est le film noir, et on a ici l'inspiration de plein de films, alors que Pierre connaît par cœur et que moi je ne connais pas. Pour les plus récents parmi nous, c'est LA Confidential, mais vous avez aussi une inspiration du polar. Et le jeu Elle est Noire est un jeu de crime. Alors vous allez voir, il y a des scènes assez dures, on va y revenir. C'est un jeu où il y a aussi énormément de sexisme, mais énormément de sexisme parce que les représentations de l'époque sont elles-mêmes
complètement centré sur les violences faites aux femmes. Et évidemment, ce qui va être au cœur de ce jeu-là, c'est deux choses. Ce qui va plus être mon dada et dont je vais parler un peu, le retour des soldats de la Seconde Guerre mondiale, avec l'émergence de ce qu'on appelle le post-traumatic stress disorder. Alors vous êtes plutôt habitué à le connaître pour la question du Vietnam et de la guerre en Irak pour les jeux vidéo, les snipers notamment, mais cette première thématisation cinématographique des traumatismes des soldats, c'est la guerre du Vietnam, avec une série de films, Platoon, effectivement Apocalypse Now, etc., mais il y en a plein d'autres, évidemment Kubrick avec Full Metal Jacket aussi, mais en fait c'est dans ces années-là, 45-47, qu'émerge cette question du traumatisme. C'est la première chose. Et la deuxième chose qui a beaucoup plus marqué sur ce jeu-là, c'est les enquêtes policières et notamment les meurtres du Dahlia Noir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'assassinat d'une jeune actrice, de ces armées de jeunes filles, souvent pas majeures, qui venaient pour devenir stars et starlettes et célèbres à Hollywood, et qui, outre, il y a beaucoup d'enquêtes sur ce jeu-là, étaient victimes de violences sexuelles, mais aussi qui nous rappellent vraiment cet assassinat d'une actrice qui s'appelle Elizabeth Short et dont le corps mutilé est retrouvé le 15 janvier 1947 sur un terrain vague et qui va donner lieu à ce Dahlia Noir. C'est un livre de James Ellroy, publié en 1987, qui va donner lieu ensuite à un film de Brian De Palma en 2006. Et ça, on va le voir dans le film. Dans le film, oui, je me trompe, mais dans le jeu. Alors, on commence donc par pour le coup des cinématiques, c'est-à-dire un peu l'entrée dans le jeu. Vous incarnez un policier officiel, c'est pas tu m'avais posé la question, c'est pas un privé, c'est pas un détective, c'est vraiment un policier qui commence à la brigade de la circulation. Il se trouve que c'est un ancien combattant, il sort de la Seconde Guerre mondiale et on est dans un monde ouvert, il va se balader, faire des enquêtes. Le jeu avait été très connu à l'époque pour le fait qu'il avait en fait les premières captations de visages les plus performantes de l'époque. Alors vous, pour certains, c'est pas loin de votre naissance, donc vous allez voir que la notion de rétro gaming fait que vous allez trouver ça immonde, mais à l'époque, c'était à peu près la plus grande dinguerie technique qui était sortie dans les possibilités. Et vous retrouvez un certain nombre d'acteurs connus, alors connus plus ou moins, ça dépend des générations. Mais vous voyez, moi j'ai été assez étonné, il faut que je le retrouve en capture d'image. Vous avez des acteurs, par exemple, ici, alors ça ne vous parle pas, mais de la série Supernatural ou du film Ghostbusters 2, voilà, acteur très connu qui s'appelle très connu, oui, tous les films. Ça suffit. Il a fait tous les films des années 90, c'est le second rôle de tous les films des années 90, il s'appelle Kurt Fuller. Vous trouvez aussi Patrick Fischler, qui lui est immortalisé dans le film de David Lynch. Je vais peut-être pas le retrouver, mais qui joue dans le Mulholland Drive de David Lynch. Et vous avez une quarantaine d'acteurs connus dans ce jeu-là, dont un membre du Seigneur des Anneaux qui joue le méchant roi dans le 3, j'ai oublié son nom. L'acteur s'appelle John Noble, etc. Donc il y a cette volonté d'être réaliste. Mais avant ça, c'est un jeu où vous allez être directement plongé dans la question de la Seconde Guerre mondiale, et notamment avec des flashbacks de ces traumatismes de soldats. Alors ça, c'est l'introduction, je vous la laisse un peu pour qu'on se plonge dans le jeu. Importance de la musique, tu vas peut-être nous en parler. C'est du milieu, Comme ça, vous savez comment c'est fait. Comment c'était fait. Dis-moi. On n'a pas vu, mais sous le panneau de couleur, là, à droite, on voyait dépasser les lettres. Donc on comprend que le film qui est projeté, c'est La Dame de Shanghai. Parce qu'il y a marqué Lady of Shanghai, qui effectivement, même si c'est un film noir très bizarre, est un film d'Orson Welles, qui d'ailleurs ressort en ce moment et qui est visible à Utopia, et qui est un des modèles du film noir. Oui, il y a deux niveaux. Il y a niveau comique et il y a niveau professionnel. Voilà, quand on connaît les choses. Alors là, c'est ce dont on vous parlait, je réagis bêtement. C'est les actrices qu'attendent pour les castings.
et donc ça on va en reparler, hein, mais c'est Hollywood. Alors ils mettent Hollywoodland, on voit aussi directement, moi je vois le côté jeu vidéo, on voit directement Rockstar avec un côté un peu acide, où on passe directement derrière le décor pour se moquer un peu de cette production-là avec le canasson qui marche. Mais on est direct dans le cinéma intégré dans le jeu vidéo. Et ça c'est un peu rare, c'est-à-dire que d'habitude le cinéma est une influence non dite ou pas franchement assumée. Par exemple quand on représente des nazis dans les jeux vidéo, où là c'est inspiré de Inglourious Basterds, etc. Et là ici c'est dit et c'est thématisé, donc c'est ça qui est intéressant. Ah ouais, tout classique. L'acteur du Seigneur des Anneaux, John Noble, si vous le reconnaissez, celui auquel Langue de Serpent murmure à l'oreille, j'ai oublié son nom, si quelqu'un peut aider. Non, le Seigneur des Anneaux, c'était vos parents, d'accord. Merci pour ça. C'est les grands-parents, je crois. Théoden, merci. Beau gosse. Donc là, c'est l'introduction. Vous voyez l'imitation d'une présentation cinématographique. Toc. Heureusement, pour l'instant, je joue pas, parce que tout le monde connaît mes capacités à extrêmement bien jouer. Conduire, vous allez voir. Demain, les chevaux, tout le monde, c'est une légende. Si je tue pas un cheval en jouant, c'est un problème. Donc là avant qu'on regarde donc ces cinématiques liées à l'histoire de la guerre, toi, quand tu vois ça, alors ça t'évoque évidemment beaucoup de choses, mais la notion de la corruption, c'est assez visible. C'est-à-dire l'idée d'une ville pourrie dont les élites économiques, on a vu des constructions immobilières, c'est un acteur important de ce jeu-là, hein. Il y a évidemment des malversations pas possibles. Pourquoi cette thématique de la corruption dans le film noir de ces années-là? Alors voilà, en fait, il y a deux choses. Ce qui est étonnant, c'est que l'horizon du jeu vidéo, c'est pas le réel, c'est le cinéma. C'est-à-dire que c'est pas une imitation, là, c'est vraiment, il faut que le jeu ressemble à un film de l'époque. Mais qui ressemble à un film de l'époque vu par Elroy. C'est-à-dire que l'idée du Dahlia Noir, donc qui sort en 88 en livre, c'est que c'est tout ce qu'on ne voit pas dans les films noirs écrit dans le livre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus violent. Tout le cinéma des années 40-50, vous le savez peut-être, il est régi par ce qu'on appelle le code ACE, qui est un code de censure que le cinéma s'est appliqué à lui-même pour empêcher le boycott par, entre autres, les officines chrétiennes, des films qui étaient considérés comme décadents. Le code ACE, on y reviendra parce que c'est important, en fait, il est faussement mis en place une première fois au début des années 30, puis ça continue à être n'importe quoi au cinéma. Et entre autres, c'est les premiers films de gangsters, c'est pour ça que c'est lié au film noir, dont Scarface, le Scarface de Howard Hawks en 31, et un certain nombre d'autres films. Donc là, c'est une période extrêmement riche qu'on appelle la période pré-code, où on voit des films qu'on a redécouverts avec le DVD il y a quelques années, qui sont absolument incroyables en termes de liberté sexuelle, de représentation de la femme, etc. Puis le code s'installe, devient extrêmement dur, donc il y a zéro violence visible dans le film noir des années 40 ou milieu des années 50. Les morts ne sont jamais morts en direct, le sang ne coule jamais au moment où l'impact a lieu. C'est le principe dans le western, les gens ne tirent jamais en même temps. On n'a pas deux personnes qui tirent en même temps dans le même plan. Un mari et une femme ne peuvent pas coucher dans le même lit. Ils peuvent coucher dans la même chambre, mais les lits doivent être séparés. Voilà, c'est tout ce que codifie le Code ACE. Donc, toute la violence qu'on va voir là et qui est présente dans le Dahlia Noir, elle n'est pas présente dans les films. En revanche, effectivement, l'idée qu'il y a un moment de trouble dans l'après-guerre, parce qu'il y a le retour des Marines, parce qu'il y a une espèce d'opulence que personne n'avait imaginée à ce degré-là, et qui est celle des années 40 et des années 50, et qui en plus arrive sur le traumatisme de la Grande Dépression, donc des années 30, ça c'est très lié aussi, fait qu'effectivement, il y a l'idée qui est présente dans tous les films noirs, qui est que il y avait en gros, avant les films noirs, il y avait soit des films de gangsters, où les gangsters étaient les méchants face à des policiers, soit des films de flics, où les flics étaient l'ordre, la justice face à des méchants. Le film noir fait que c'est pas ces barrières-là. La ligne morale, elle passe au niveau des individus et pas au niveau des institutions. Et donc, effectivement, peut y avoir des flics corrompus, peut y avoir des gangsters estimables, peut y avoir des privés qui sont généralement entre les deux. Et là, effectivement, on sent que la voix off dit ça. Alors, un des problèmes de Mountain Game, c'est que quand je demande aux intervenants, je leur dis il n'y a pas besoin de travailler,
Et en fait, après, ils travaillent trop et ils savent trop de trucs et du coup, on n'est pas au niveau. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que je fais Mountain Game, c'est pour apprendre des trucs sur des choses que je ne maîtrise absolument pas. C'est plus court. Hein Je non, fais c'est plus court, nickel. Sois pas stressé. Je fais peur aux gens. Bon, bref. Ah, mais ça Alors, on fait encore une petite cinématique. Là, c'est un retour en arrière. Donc, vous voyez, le pack de lecture, c'est le passé parce que c'est en noir et blanc Alors, et c'est flou. ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment une convention du cinéma années 30. Ok. C'est-à-dire, dans le cinéma années 30, dès qu'il y a un rêve, dès qu'il y a un machin, il y a un flou autour pour dire c'est dans le passé. Et autre chose, le flashback, c'est la grande figure du film noir. Ok. C'est qu'en fait, il y a des flashbacks avant le film noir. Mais parce qu'en fait, le film noir, l'objet, c'est le destin. C'est pas un film dans un monde social. C'est un film de destin, l'horizon, c'est le tragique. Donc, on est toujours lié à qu'est-ce qui s'est passé dans notre passé. Et on a beau vouloir faire en sorte que les choses s'améliorent, ça n'ira pas mieux. Ça me rappelle UBM. Non, je rigole. J'arrête les blagues. Hop, on sera débloqué un jour. Alors là, c'est un des premiers flashbacks où Phelps Cole, donc le policier qu'on a vu rapidement dans la voiture en train de conduire, se rappelle son incorporation dans l'armée au début de la guerre. Et donc là, bon, je laisse passer la séquence et on en parle après. On a un classique cinématographique et historique. On va y revenir. Sons of bitches, get this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. He didn't ask for your help. Can you believe this? J'imagine que certains d'entre vous ont vu Full Metal Jacket. Donc c'est évidemment, même physiquement, le chapeau, la nuque, etc., inspiré toute la première partie de Full Metal Jacket où il y a un instructeur dément qui sadise des jeunes recrues qui vont au Vietnam. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Alors, là, bon, là, vous voyez du point de vue technique, vous, ça vous paraît peut-être très très laid, etc. Mais évidemment, à l'époque, c'est ce qu'on peut faire de mieux en cinématics. Il y a vraiment cette capture du visage. Alors, comme le disait Pierre, là, il y a une intertextualité, c'est-à-dire une référence absolument évidente pour celles et ceux qui ont vu Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui est un film en deux parties. On a d'abord la formation des Marines. Là, c'est des Marines, donc évidemment, mythologie du corps d'élite américain. Et dans le film de Kubrick, qui date de 87, si je ne dis pas de bêtises, même sorti que Le Dahlia Noir d'ailleurs, on a un incipit de 45 minutes avec des acteurs très connus qui vont se faire martyriser par le sergent qui leur crie dessus. Alors j'avoue, malheureusement, je l'avais vu en français à l'époque parce que j'étais adolescent, donc je peux vous faire toutes les répliques dans l'ordre, mais voilà, engagez baleine, tu serais pas de sang royal. Ainsi dans la 6, comme Kubrick était fou et qu'il choisissait, il choisissait les gens qui faisaient les versions des pays. D'accord. Donc c'est lui qui a choisi la personne qui a dirigé la VF en français en 87, et donc la traduction est démente, elle est très très bien faite. Okay. C'est pas du tout la VF toute pourrie d'aujourd'hui, quoi. Et le type qui joue le sergent dans le film est un vrai sergent instructeur. Et donc on a un acteur que vous connaissez peut-être pour des séries, mais qui a fait des très bons films, qui est Vincent D'Onofrio, qui joue l'engagé baleine, qui se fait particulièrement martyriser. Donc voilà, je ne fais pas la suite de la tirade parce que c'est comme là, c'est assez sexuel, etc. Alors donc là, on voit ce qui est intéressant. C'est censé être quelque chose d'historique et en fait, ça reste en fait une interprétation cinématographique, en sachant que l'incorporation des Américains à partir de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, qui est un traumatisme très important. Là je donne quelques éléments d'histoire. Ce n'est pas des choses qu'on enseigne notamment beaucoup, y compris en L1. Les Américains, l'opinion américaine, on le sait parce qu'il y a les premiers sondages qui émergent à cette époque-là et contre l'entrée en guerre. Ils n'ont aucune envie d'aller se battre pour des Européens contre Hitler. Ils ne savent pas où c'est, les Japonais non plus. Il ne faut jamais, y compris aujourd'hui, surestimer les connaissances géographiques des Américains. Le Groenland, c'est très compliqué. Voilà. Et il y a une partie de la bourgeoisie qui est favorable à Hitler. Et il y a une partie de la bourgeoisie républicaine et certains démocrates qui est favorable à Hitler. On est sous Roosevelt, le New Deal et compagnie. Et il faut le traumatisme de Pearl Harbor, donc les 3000 morts de l'attaque à Hawaï, pour que l'opinion américaine
alors là c'est toujours pareil, consentante ou non, hein, en tout cas pour que Roosevelt déclare la guerre. Et à partir de là, il y a d'énormes batailles. Nous, dans notre tête, on garde le débarquement, juin 44, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, on ne parle plus de guerre mondiale ou totale, mais on a deux terrains. Et le terrain pacifique est essentiel pour les Américains. C'est pour ça qu'ici, vous avez la référence aux Japs. Il y a un très très gros racisme qui se développe très rapidement, anti-asiatique. Et avec cette idée, ne l'oubliez pas, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, que la Californie, il y a une énorme immigration japonaise et asiatique depuis le 19e siècle. Donc on est dans ce contexte-là. Et nos Marines, alors pour le coup, il n'y a pas de représentation de soldats afro-américains, ce qui serait intéressant, puisque c'est ça qui va donner le germe des contestations ensuite pour les droits civiques. Hein, on ne comprend pas, Rosa Parks, c'est 1955, si on ne comprend pas que tous ces soldats-là sont allés se faire tuer pour la liberté et rentrer dans un pays ségrégationniste. Et le jeu là-dessus est très intéressant, parce qu'il est réaliste, il est extrêmement raciste. Le terme négro, nigger, est utilisé à tout bout de champ. Il y a des vidéos, mais qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir. Donc on est dans ce contexte-là. Et on a, alors là, il y a une immixtion entre histoire et réalisme. Le psychiatre que vous avez vu très rapidement dans l'introduction, dont on estime que c'est peut-être lui le tueur en série qui non seulement a tué l'actrice dont j'ai parlé, mais tout un ensemble de femmes qui sont mortes dans ces années-là, c'est un peu lui le protagoniste principal de Elle est noire, où en fait il soigne les anciens combattants qui ont un post-traumatic stress disorder, mais en fait il leur injecte des produits pas possibles, ce qui va créer, les pousser au crime, etc. C'est qui est un moment où le cinéma américain est obsédé par la question non seulement de la psychiatrie, mais surtout de la psychanalyse. C'est le moment où Hitchcock fait Spellbound, la maison du docteur Edwards, à la fin des années 40, où il y a une fameuse séquence de rêve qui a été dessinée par Dali, dont les décors sont dessinés par Dali. Si vous avez vu Psychose de Hitchcock, pareil, la fin, une espèce d'explication bien tartignole et bien lourdingue pour expliquer qu'en fait tout ça c'est la faute de maman, ce qui par ailleurs est vrai. Et ce sera coupé au montage. et donc voilà. Et par rapport à ce que dit Nicolas aussi, ce qui est important à savoir si vous ne connaissez pas trop le travail de Ellroy, c'est que la propre mère d'Ellroy est assassinée. On n'a jamais trouvé le meurtrier. Il en a fait un livre qui s'appelle Ma part d'ombre, et qu'évidemment qu'il fait après le Dahlia noir, et qu'évidemment son obsession du Dahlia noir est complètement liée au meurtre de sa mère, qui est même une femme assez singulière, dans le Los Angeles des années 40. Alors, une dernière cinématique sur ces questions donc, de contexte historique, avant qu'on fasse une mission. C'est le moment où je commence à stresser parce qu'il va falloir que je conduise. Mais on regarde ça rapidement et ensuite on passe à la découverte du Dahlia noir. Hein, vous allez voir, qui est... là, dans le jeu, on peut consulter un peu partout. Ça prend beaucoup de temps. Alors, vous appelez ça du looting ou ce que vous voulez, mais plein de journaux. Et quand on les regarde, on avance la quête générale et le récit avec des retours en arrière sur ce qui se passe. Donc voilà, là, c'en est un parmi d'autres. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. You said the house will be empty! How can I find peace? Alors, scène un peu lourdingue, où on voit le psychiatre donc, qui en fait utilise des anciens combattants pour commettre des crimes et notamment brûler des maisons. Alors il y a tout un écheveau de corruption entre le représentant immobilier, lui qui utilise des fous ou des soi-disant fous pour brûler tout ça. Et on a donc une sorte de thématisation d'un lien entre le retour de la guerre. Alors, c'est un truc qu'on connaît bien en histoire depuis une quinzaine d'années, c'est la notion de sortie de guerre, où en fait, on pense que les guerres s'arrêtent le 11 novembre 1918 ou le 8 mai 1945 ou le 2 septembre, selon les pays. Et en fait, évidemment, il y a une traînée mémorielle et chez les anciens combattants et dans les sociétés, tout ça, donc ça, on le voit. Alors, maintenant, on va aller vers du gameplay pour regarder la première mission. La première mission, c'est pas du tout la première dans l'ordre chronologique, il y a à peu près 4-5 heures de jeu. Mais en l'occurrence, la mission de découverte du Dahlia noir, qui n'est pas dit comme ça, et on va en profiter pour découvrir un peu l'espace urbain de la ville. Alors là, vous avez noté la place de la musique, je pense, parce qu'il y a le jazz, il y a beaucoup de
il y a toujours beaucoup de travail dans les jeux vidéo sur l'atmosphère musicale qui permet de meubler notamment les open world. On l'avait vu, je fais une petite référence, mais avec Roxane Killa, qui est maître de conférence en histoire médiévale chez nous, et qui avait été je peux pas arrêter là, qui avait été conseillère historique de Up Lectel, un jeu d'Azobo, et donc ils avaient travaillé sur l'ambiance médiévale de 1348 avec la viole de Guimbes, etc. C'est des choses qui sont des détails, mais qui jouent beaucoup sur notre immersion dans le jeu vidéo. Donc là, alors, je vous préviens tout de suite, ça va être pour le coup extrêmement violent, puisqu'on va sur la scène de crime, et là on a le meurtre en flashback, et ensuite on va enquêter. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the homicide squad has decided to take care of the retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to the police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst. A man gets for 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, fine lawman of the old school, will be taking under his wing. Your first case is the murder of a woman found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Alors, là, je vais aller me balader. Donc là, le loup-garou, c'est effectivement cette vague de meurtre, avec quelque chose qu'on connaît bien dans la culture américaine, qui sont les tueurs en série, hein, très nombreux, et les psychoses qui vont encourager, que ce soit, alors bon, pour les plus connus, Henry Lee Lucas, Ted Bundy, et même, alors je dois le dire, un mémoire que j'avais eu l'honneur de co-évaluer avec Philippe Chassaigne sur le clown tueur, à savoir John Wayne Gacy. Et ce que je ne savais pas du tout, c'est que John Wayne Gacy, qui est quand même un des plus grands tueurs en série américains, était aussi un des très hauts représentants du Parti démocrate dans sa région. Donc il y a une histoire politique de John Wayne Gacy à faire. Et là, on va donc partir en mission pour aller ausculter et voir la scène de crime. Donc Pierre, je ne sais pas si cette première scène t'a évoqué quelque chose. Je vais peut-être un peu juste, je regarde le son de la voiture. Je vais baisser un peu le son. Ouais. Donc là, vous avez vu, alors tous les acteurs que vous voyez, les policiers, là, sont des acteurs connus, hein, de séries des années 90-2000. Est-ce que cette première scène de crime, elle t'a évoqué quelque chose Alors, donc, comme je disais, effectivement, les scènes. Alors, elle m'a évoqué quelque chose, par quand même le fait que. Bravo Nicolas. Non, faut pas regarder, faut pas regarder. Malgré tout, le meurtre est hors champ, puisqu'on voit, effectivement, on voit le sang gicler, mais on ne voit pas le coup sur le corps lui-même. Là aussi, double référence, si en fait des journalistes décident d'appeler Elizabeth Short le Dahlia Noir, c'est parce que l'année d'avant est sorti un film très important du film noir qui s'appelle Dahlia Bleu. Dahlia Bleu, dans lequel justement le personnage est un marine qui revient de guerre et dans lequel l'un de ses compagnons est accusé d'être un assassin parce qu'il a des amnésies violentes. Donc c'est-à-dire que dès 1946, dans le cinéma américain, il y a des représentations du problème du retour des GI. Après, ce qu'on comprend là aussi dans la scène, c'est aussi un grand classique du film de policier, c'est-à-dire qu'on a affaire à deux questions, la question de la violence, la question de l'alcoolisme. Donc la question de l'alcoolisme qui parcourt toute l'Amérique années 50, il y a même des films qui lui sont consacrés. Et puis la question de la violence, qui évidemment trouvera un pic très particulier avec l'inspecteur Harry en 71, qui est est-ce que ça fait avancer les enquêtes de taper sur les gens, est-ce que la police tue, ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive ça donne bien la nausée quand même, est-ce qu'il y a une nouvelle génération justement qui arrive pour changer les choses dans l'après-guerre? Alors là, pour répondre à Pierre Coutel, je cite juste une personne qui m'est très chère, à savoir ma mère,
qui était magistrat et qui a coffré 2 des plus grands tueurs en série français, elle me racontait que dans les années 80, une partie de son travail, c'était apprendre aux policiers à ne pas taper les gens quand ils les avaient en garde à vue. Et donc, il y avait des longues formations. Donc, ça répond un petit peu au fait que, vous voyez, il y a une sorte de durabilité des pratiques. Voilà. Alors, vous avez pu voir une chose, c'est que les chevaux, c'est pas mon truc. Les voitures, ça va. Parce qu'en fait, j'ai à peu près 250 heures de jeu sur GTA. Le problème dans ce jeu-là, c'est que quand on écrase des gens, on est puni. Donc, vous voyez, oui, on n'a pas le droit d'écraser des civils, on n'a pas le droit de tirer sur les policiers, vu qu'on est soi-même policier. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une sorte de réhabituation. Les commandes sont les mêmes, donc ça, c'est familier. Mais par contre, il ne faut pas du tout faire les mêmes choses. Alors, pour l'info, la map je ne l'ai pas montrée, hein. Je vous la montre rapidement, pardon, je reviens là. La carte de L.A. Noire fait 21 km². C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la plus grande carte. Même devant GTA, devant de GTA 4, etc. Alors aujourd'hui, on en est bien loin, il y a des jeux qui sont beaucoup plus larges. Mais il y a un côté réaliste. Vous voyez, quand on dézoome, c'est le vrai plan de Los Angeles. Alors une partie, hein. Et on retrouve, alors on ne peut pas tout visiter, mais un certain luxe de détails et qui est très propre à Rockstar, qui va mettre en place une érudition très précise sur les voitures, sur tout ce qu'on va retrouver. Vous avez des téléphones de police que vous pouvez décrocher pour appeler la centrale, etc. Tout ce qui est habillement, et là on voit tout le travail du conseil historique, qui en fait va jamais se mêler de récit ou de direction artistique, mais toujours s'intéresser à est-ce que la feuille de l'arbre qui est à gauche était un vrai eucalyptus. Donc on voit que la manière de voir le conseil historique, c'est toujours dans les détails, jamais dans la direction artistique. Ce qui crée des gros conflits quand on est conseiller historique sur un jeu vidéo, puisque les conseillers historiques veulent pas rester à leur place et veulent dire non mais le personnage, faut pas qu'il soit comme ci, comme ça, et les directeurs artistiques ou directrices artistiques passent leur temps. Je vous parlerai pas de la directrice artistique d'Assassin's Creed Shadows, qui a laissé derrière elle une réputation tout à fait intéressante, mais qui veulent se mêler de réalités historiques auxquelles ils connaissent rien. Donc là, c'est un cas classique, c'est comme pour dans les films, il y a des conflits. Donc on va maintenant aller voir tout ça. On voit que ça se passe pas bien entre Cole Phelps et son nouveau coéquipier. Voilà, ça c'est un grand classique du film qui va donner lieu un peu après, plutôt dans les années 60-70, de ce qu'on va appeler le buddy movie, qui va dire on associe 2 personnes généralement pas forcément bien, qui vont pas ensemble, et c'est ça qui est l'une des ressources narratives du film. Alors là, c'est les journalistes, moment important. Là, donc on n'est pas dans un film de code Ace. Hein. Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, pour préparer tout ça, j'ai envoyé des gameplays, des walkthroughs sur YouTube à Pierre, et dans ces walkthroughs, ce qu'on va voir nous est flouté, parce que ça passerait pas sur YouTube. Il faut que j'y pense quand je ferai le montage, parce que sinon ça va pas passer. Donc là, c'est pour revenir un peu sur la mécanique de jeu. C'est pas un open world au sens large, c'est pas un monde en jeu ouvert, c'est pas un jeu en monde ouvert. Sur cet aspect-là, c'est un jeu d'enquête. En fait, ce qui est important aussi à voir, c'est que globalement, dans le film noir, il y a des enquêtes, mais on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Agatha Christie, c'est pas couteau tiré, on ne veut pas savoir qui a tué véritablement. Ce qui compte, c'est la description du monde social qui est permise par l'enquête. Donc là, c'est le rapport au journalisme, avec le rapport très ambivalent du cinéma américain, qui est à la fois ils sont indispensables et en même temps ils sont insupportables. Voilà, là c'est c'est ce que j'allais dire. Le côté sensationnaliste de la presse, il est hyper important, parce qu'en fait, sans la presse, il n'y a pas d'écho à ces meurtres-là. Et vous connaissez, il y a 2 cas classiques en histoire, c'est le lien des terroristes à la presse. La presse a besoin des terroristes parce que c'est des événements spectaculaires. Les terroristes ont besoin de la presse pour donner de l'ampleur à leurs activités. C'est pareil pour certains tueurs en série, où vous allez avoir un lien très compliqué et ambigu entre la presse et le tueur,
où on envoie à l'époque des messages anonymes. Alors là, c'est un jeu d'enquête. Ce gameplay-là, il n'a pas forcément été beaucoup repris après, où on passe des heures, voilà, à... vous voyez, là, c'est moi qui fais les mouvements. On regarde chaque objet. Alors là, ça va parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand vous devez visiter une pièce entière, vous devez tout fouiller. Alors le personnage vous guide en disant « Non, c'est pas intéressant, je m'ennuie, arrête de faire ça, il dit pas ça comme ça. » Mais si vous loupez des indices, vous allez rater l'enquête. Et donc c'est un jeu qui est assez compliqué de ce point de vue-là. Parce que ici, vous voyez, il faut bien tout regarder pour voir que... Et moi, il faut que je le fasse bien comme il faut. Si vous tournez pas les... Ça marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Observez un objet en détail. Donc là, il y a des traces de rouge à lèvres sur le corps de la victime, mais c'est pas le sien. Donc, et vous collectez des enquêtes. Alors pour ceux... Là, je pense qu'il n'y a que toi et moi, on était nés. Ça rappelle un des plus grands jeux de détective des années 90 sur Amiga 1200, qui s'appelait The Pandora Directive, et où il y avait ces mêmes mécaniques de jeu. Vous êtes guidé par la musique. Là, je ne l'ai mis pas fort, mais en fait, vous savez que vous avez fini l'enquête si la musique change. Donc c'est très important, cet univers sonore. Donc là, vous voyez, il faut tout... Donc voilà, bon, je vais le faire... Oui, c'est vraiment là où le jeu mêle en fait 3 types de films, c'est-à-dire le film noir, le film de policier et le film de détective. Puisqu'effectivement, toute cette partie-là, elle n'existe pas du tout dans cette dimension-là. Moi, je dirais à droite. Mais merci. Voilà. Pas du tout. Pourquoi ça marche? Bah non, c'est l'Océanie, ça. Bah oui. Donc ça, c'est la référence au deuxième à couteau tiré. Et voilà. Ah oui, mais ça va. Ah oui, ok. En fait, il peut y avoir des objets dans le film noir, voilà. L'un des plus connus, évidemment, c'est le faucon maltais, dans lequel tout le monde court après un faucon censément en or pendant tout le film. Donc c'est le film de John Huston en 1941, qui va lancer véritablement, qui va transformer la carrière d'Humphrey Bogart et qui va devenir le modèle du film noir. Mais en fait, si vous regardez le faucon maltais aujourd'hui, on se fiche de savoir où est le faucon, qui va l'avoir, qui va le récupérer et ce qu'il y a dedans. C'est ce que Hitchcock appelait un MacGuffin, c'est-à-dire en fait c'est juste un objet qui est là pour faire parler les personnages et pour faire avancer l'action. Mais le cœur de l'action, c'est le rapport entre les personnages. Alors là, je vais examiner le corps. Même moi, quand j'y ai joué, parce que le jeu a été réédité en 2017, il est sorti sur Xbox et PS3, et il a été réédité et remasterisé en 2017 sur Xbox One et PS4. Et je me rappelle y avoir joué et avoir été vraiment, pour le coup, assez mal à l'aise sur ces scènes-là, parce qu'effectivement, il faut examiner. Alors là, c'est le corps de cette femme-là, mais c'est aussi parfois des corps d'hommes, ou etc., où on doit vraiment chercher des indices. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, pour avoir connu ça de trop près, c'est souvent beaucoup plus concret que dans un jeu vidéo quand il s'agit de faire ça. Alors dans les séries, on a beaucoup de scènes avec des coronaires, etc. Bon, là, c'est très direct, on manipule les choses. On vient de voir qu'elle a une bague qui a été arrachée. Donc comme je l'ai déjà joué, je ne vais pas m'attarder sur la deuxième main, où il n'y a pas de bague. Là, vous avez un système où la manette est évidemment connectée et tremble quand on a un bon indice, etc., ce qui me permet d'aller plus vite. Et là, c'est le lien avec le dahlia noir, puisque... Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Mais sur son corps, les inscriptions font référence à Black Dahlia. Donc, et ça, il en discute ensuite avec son collègue. Ça, c'est enfin, pas le coroner, comment on dit, les gens qui s'occupent des corps. Le médecin légiste. Médecin légiste. Thanatopracteur, c'est ceux qui réparent, lui, c'est celui qui constate. Et donc là, on avance dans l'enquête. Donc, je vais terminer l'avancée dans l'enquête, parce que là, techniquement, j'ai tout. Je vais donc je vais me rendre au bar où on a trouvé ce briquet-là qui s'appelle le Bamba Club, avec mon carnet d'indices, etc. Et puis ensuite, on aura, comme on approche presque de la fin, vous pouvez poser vos questions sur ce qui est des aspects jeux vidéo, cinéma, etc. Donc il faut juste que je retrouve ma voiture. Alors, pour ceux qui se posent la question, on peut les casser. La dernière fois, j'ai sauté de suffisamment haut pour vraiment détruire complètement la voiture. Mais comme c'est pas l'objet du jeu, quand vous sauvegardez, ensuite, vous pouvez rebooter très rapidement.
Donc là, je fais juste un petit commentaire avant de tout détruire. L'espace urbain, donc vous le voyez, ça passe. Ça passe. Il y a des personnages féminins vivants. Alors, il y a beaucoup de personnages féminins vivants. On pourrait. Là, je pense qu'on va en interroger un. Sinon, je mettrai une dernière cinématique. Parce que ça, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment l'un des traits spécifiques du film noir. C'est la place des femmes, le rôle des femmes, qui est généralement extrêmement négatif. D'abord, elles sont marginalement victimes, parce qu'il y a souvent assez peu de morts dans les films noirs. Oui. Mais c'est ce qu'on va appeler après la femme fatale. Donc là aussi, c'est comme film noir, hein, c'est deux expressions françaises qui passent dans le langage américain. L'expression film noir, c'est une expression qui est trouvée par les critiques du cinéma français dans les années 50 et qui est reprise par les critiques américains. Et dans les interprétations qui est faite du rôle des femmes fatales dans le film noir, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que les soldats, quand ils reviennent de la guerre en 44-45, trouvent une société dans laquelle les femmes ont trouvé un épanouissement social. C'est insupportable, il faut que la société rentre dans l'ordre, et donc effectivement, il faut montrer au cinéma que les femmes sont toutes des créatures manipulatrices. Donc ça va être Assurance sur la mort de Indemnity ou des films comme ça, dans lesquels une femme généralement extrêmement belle et séduisante prend un type dont elle est plus ou moins amoureuse de façon à tuer un mari pour une assurance quelconque. Et alors, ça, pardon. Est-ce que toi, tu irais jusqu'à dire qu'on est dans une période qu'on appellerait backlash, retour de bâton Voilà, on peut considérer, en fait, il y a un vrai backlash dans ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du Code Hays. C'est-à-dire quand on passe du moment pré-code du début des années 30 au moment du code est appliqué, effectivement, la position de la femme change beaucoup. En fait, le vrai backlash, il arrive dans la représentation après, dans les années 50, dans lequel, effectivement, les femmes deviennent quasiment uniquement des femmes au foyer, sauf quelques cas particuliers. Alors ça, c'est important parce que effectivement, la plupart des femmes qu'on va croiser ou interroger dans le jeu sont... Soit elles ont essayé d'assassiner leur mari, donc soit c'est vraiment il y en a une qui essaye de tarifer sa non-mise en garde à vue via des faveurs sexuelles. Donc il y a vraiment un sous-titre et un discours, alors qui est voulu par Rockstar comme une critique de l'époque. Mais avec Rockstar, on n'est jamais tout à fait on n'est jamais certain que c'est pas un discours de premier degré. Donc voilà, mais là effectivement, avant que j'arrive au Bamba Club, on va regarder peut-être un interrogatoire rapide si je le retrouve. Et je pense que là, j'essaie de me souvenir si dans ce bar-là, il y a quelque chose. Je me gare. Alors, trop tard. Vous faites pas ce que je viens de faire sur la rocade. Hein. Vraiment, zéro moment, vous faites des roues arrière, là, comme je viens de faire. Ça reste un jeu. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de open world qui se passe à Bordeaux, mais je peux me tromper. Donc tu peux te programmer un petit jeu flash. C'est peu possible. Alors là, j'avance un peu. On voit un élément fondamental qui est un personnage à part entière du jeu, c'est l'alcool. Tout le monde est systématiquement en train de boire. Et donc là, mon collègue va prendre un triple whisky. Voilà. Ce qui fait qu'après, il est sous pendant tout le reste de la mission et il n'arrête pas d'insulter les gens. Et après, je termine sur une mécanique de jeu qui est rigolote et qui peut-être vous parle. Ça a donné lieu à un des mèmes les plus connus de l'histoire des jeux vidéo. J'arrive, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, en 2011, il y avait 3 options pour interroger les gens, ce que je vais faire maintenant. Il y avait l'option gentil, good cop, bad cop et je sais pas. Et ils ont remplacé ça par ce qu'on va voir là, à savoir amadoué, accusé ou
je sais plus. Et donc, c'est devenu une sorte de blague quand on dit, quand on interroge quelqu'un, quand on utilise la stratégie du milieu, qui est plutôt une stratégie gentille, en général, Felcops crie sur les gens de manière extrêmement agressive. Donc là, on va y aller. Il faut lire sur la tête des gens. Donc c'était ça qui était une des innovations du jeu, c'était avec ce système de capture. Il fallait voir si les gens mentaient en fonction de leurs yeux, de leur bouche, etc. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant. Là, on voit, et ça c'est aussi un code du film noir, la façon dont est habillé ce personnage-là, on sait qu'il va y avoir un problème. Oui, d'accord. C'est-à-dire, à la fois parce qu'il y a une sorte de maniérisme qui peut être considéré comme une sorte de crypto-homosexualité, c'est quasiment une figure de pimp années 70, de macro années 70, et la grosse fleur, le gros foulard, etc. Donc, et ça, c'est un personnage qu'on trouve beaucoup dans le film noir, des fois joué par un acteur extraordinaire qui s'appelle Peter Lorre, qui est un acteur qui lui a commencé dans le cinéma allemand, ou des personnages aussi, pas mal de personnages d'obèses dans le film noir qui sont rarement positifs. Là aussi, dans la logique de discrimination, c'était pas vraiment la question. Ça permettait d'avoir un bon indice pour le spectateur. Il est gros, il est sûrement méchant. Il est gros, il est méchant. Bon, Voilà. alors pour terminer avant vos 5 minutes de questions, ou 5-7 minutes de questions, vu que vous avez peut-être écouté, qu'est-ce que vous voulez faire? Le fameux truc du milieu, c'est intimider, où en général, Cole Phelps crie sur les gens très fort et ça donne rien. Il vous a l'air. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu l'accuses direct? Il faut des preuves. Ouais, non, moi je l'amadourais. Amadoué? Ouais. Allez, on y va. C'était la bonne chose à faire. Il y a eu le petit ting 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 qui indique que vous n'êtes pas trompé. Et on récupère l'indice de la plaque d'immatriculation qui va nous permettre de continuer l'enquête. Voilà, magnifique. Bon, voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc malheureusement, on va s'arrêter là. Alors je vérifie que j'ai bien, voilà, super, que j'ai bien fait ça. On va s'arrêter là, mais on a encore, voilà, 5 bonnes minutes pour des questions. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le cinéma, sur le jeu, sur cette période pour le côté historique. Ouais. Ouais, des marines américains qui revenaient Ouais. de guerre, qui étaient, pas qui causaient des crimes, mais qui avaient avec eux une sorte de violence. Est-ce qu'on peut comparer ça avec les soldats qui revenaient de la Première Guerre mondiale et la protection sociétaire? Alors, très rapidement sur le côté historique. Le terme de brutalisation, c'est un mot qui n'existe pas en français. C'est un néologisme d'un historien américain qui s'appelle George Moss, qui l'écrit en 1990 dans un livre qui s'appelle Brutalization avec un Z, et qui théorise, il appelle ça la continuation des attitudes agressives de la guerre en temps de paix. Page 181 de l'édition Tempus. Bon. Et alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, Première Guerre mondiale, 75 millions de combattants, 10 millions de morts. Vous avez 65 millions de gens qui rentrent dans leur foyer en ayant appris à tuer pendant 4 ans. Alors ensuite, cette notion-là, elle a posé plein de problèmes parce que déjà, on estime qu'en guerre, ça a été montré pour la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, 15% des soldats font usage de leurs armes. Vous avez 85% de gens qui attendent et qui jouent au poker. Hein, c'est ça la guerre. Les gens qui tirent, qui tuent, et encore plus à main nue, là c'est encore une exception. Les combats au corps à corps en 14-18, c'est 0,5% des morts. Donc la notion de Moss, c'est quand on relit le texte, qui est un texte incroyable, qui est assez faux historiquement, mais qui est incroyable parce qu'il dit que c'est surtout du point de vue de la banalisation de la mort. Les gens ont appris à voir les autres mourir, c'est pas tant qu'ils ont tué, etc. C'est très valable pour toutes les guerres. C'est-à-dire qu'en fait, on le connaît pour ce qu'on appelait l'obusite, le post-traumatic stress disorder de la Première Guerre mondiale, c'est les premières avancées de la psychanalyse et de la psychiatrie de guerre, mais c'est évidemment massif pour la Seconde Guerre mondiale, mais pas toujours là où on l'attend. Par exemple, vous avez peut-être plus de crimes du fait qu'en fait, vous avez une génération de jeunes garçons qui grandissent sans père, puisqu'ils sont à la guerre, sans figure d'autorité. Alors là, c'est drastique quand on regarde l'histoire sociale de la criminalité, pour ce qui est de 14-18, dès 15-16, en fait, les types volent, pillent, font des braquages parce qu'ils n'ont pas à manger. Donc là, vous voyez, il y a tout ça, mais évidemment, dans toutes les guerres, il y a cette figure réelle, mais surtout très très forte dans le cinéma, je te laisse répondre, du soldat traumatisé qui revient. Alors vous avez Tim Robbins dans L'échelle de Jacob, voilà, où là c'est carrément l'agent orange et les drogues utilisées pendant la guerre du Vietnam. Mais effectivement, dès 14-18, c'est vrai, et c'est vrai aussi, mais beaucoup moins connu pour 45, parce que ça se finit sur des grandes victoires. C'est une guerre où le narratif est différent. Alors, je finis sur le jeu vidéo.
63% des jeux de guerre qui sont produits dans le monde sont des jeux de Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre facile. Les ennemis sont faciles, c'est des vilains nazis en pixels. Alors que les jeux de Première Guerre mondiale, non seulement au point de vue stratégique, ils sont compliqués, mais on ne sait pas qui est vraiment méchant. Jouer des Russes, c'est compliqué quand même, parce qu'ils sont méchants. Alors qu'en 14-8, ils sont gentils. Donc c'est vrai que les jeux de Seconde Guerre mondiale sont beaucoup plus, les FPS notamment, sont beaucoup plus nombreux. Par contre, cette thématique du retour du soldat violent, elle est plus habituelle, y compris avec Au revoir là-haut, etc., Pierre Lemaître. Elle est plus habituelle pour 14-8 que pour 39-45. Alors dans le cinéma, je sais pas. En fait, dans le cinéma, il y a une thématique qui revient beaucoup, c'est la guerre, pourquoi faire? C'est-à-dire qu'en fait, comme le théâtre est toujours extérieur aux États-Unis dans le cas de la guerre américaine, il y a toujours l'idée qu'il y a une ingratitude de la société vis-à-vis de ceux qui reviennent. Donc là, on le voit un peu, parce qu'en fait, ils deviennent flics, ils ont des rôles sociaux qui sont souvent peu estimés. Okay. On le voit beaucoup avec le Vietnam, où en plus la guerre fait l'objet d'une désapprobation d'une partie de la société, mais ce qui était un peu le cas de la guerre de 39-45. Mais le fait que la guerre ne soit jamais sous leurs yeux, aux Américains, fait qu'il y a souvent un rapport un peu compliqué au retour du soldat. Et jusqu'à un exemple très récent qui est American Sniper de Eastwood, sur ce fameux tueur en Irak, etc. Et qui montre assez bien, parce que c'est un film beaucoup plus fin que ce qu'on a voulu dire, la folie telle qu'elle est promue quand vous êtes sur le terrain de guerre, et telle qu'elle est considérée comme inacceptable une fois que vous êtes revenu dans le pays. Alors ça, une des citations que je préfère, c'est Erich Maria Remarque, grand auteur pacifiste, 1929, à l'Ouest rien de nouveau, puis film de Lewis Milestone en 1930. À un moment, le protagoniste principal, qui s'appelle Paul Bäumer, parle à son père et lui dit « Père, que ferons-nous? Apprendre à tuer a été notre premier métier dans la vie. » Vous voyez, même chez un auteur pacifiste, il y a cette idée de... c'est notamment pour ce qu'on appelle la jeune génération de la guerre. C'est-à-dire les gens qui sont rentrés en 14-18 ou en 39 à 18 ans, c'est-à-dire que c'est leur premier travail. Alors ceux-là, ils sont très compliqués à réinsérer, plus que ceux qui vont en guerre à 30 ans. À 30 ans, à l'époque, vous avez déjà 3 enfants, 5, 10, et vous travaillez depuis 15 ans. Donc c'est plus facile de se réinsérer. Cette jeune génération, ces jeunes de la génération de la guerre, ils sont importants. Et c'est aussi lié à la question des femmes, c'est-à-dire qu'il y a l'obsession qui sera exactement la même dans les années 20 et dans les années 50, ce qu'on voit là aussi, c'est remettre les femmes dans le droit chemin, puisqu'elles ont eu le mauvais goût de s'émanciper pendant l'absence des hommes. Alors ça, le backlash effectivement d'après 14-18, il est hyper important, parce qu'aujourd'hui, alors là je parle d'historiographie très récente, aujourd'hui les gender studies et les études sur le genre essaient de montrer comment les masculinités fascistes, italiennes, allemandes mais autres, sont des retours de bâton sur une triple émancipation des femmes, l'émancipation économique pendant la guerre, même si elles ont toujours travaillé, elles vont conquérir des métiers d'hommes, l'émancipation politique avec le droit de vote aux femmes, pas en France, merci le Sénat, 1922, mais en Allemagne, en Autriche, etc., en Angleterre au cours des années 20, et l'émancipation des mœurs avec les années folles, la garçonne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à la fin des années 20 une réaffirmation virile dans les mouvements fascistes, on est des vrais mecs, etc., alors qui parfois se dit pas directement, mais quand on voit des SA défiler tous entre garçons en uniforme en disant on aime l'ordre et la violence, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue. Alors voilà, et maintenant ces études-là sont très récentes, il y a beaucoup de choses à faire sur le reste, l'après-guerre du Vietnam, l'après 39-45, c'est des choses qu'on connaît moins. Voilà, alors on va en rester là. Merci beaucoup, applaudissements pour Pierre Coutel.